Nicole de l'Épine. Oh, bon, tant pis. Ça va bouger, mais tant pis. Oh. Une cancérologue humaniste. Oh, c'est elle qui le dit, après tout, il n'y a pas de preuve. C'est Jean-Yves Billien qui me l'a fait connaître, parce que Jean-Yves a fait un film. C'est là qu'on dit merci au contraire. Et je dis merci à Jean-Yves Billien, scénariste, vous le savez, et qui a voulu mettre en valeur tout le travail de Nicole, parce qu'aujourd'hui, les cancers atteignent de plus en plus les enfants, ce qui ne devrait pas être le cas. Le cancer devient une maladie émergente pour les enfants. C'est grave, docteur. Et Nicole avait donc une unité à Garches. Et tant qu'elle a été en exercice, cette unité a sauvé énormément d'enfants. Mais comme elle part à la retraite, ils ont fermé cette unité et ils se servent des enfants comme cobayes. Mais Elsa, elle va en parler mieux que moi. Merci, oui, j'ai le micro là. Merci beaucoup, merci à Marion de m'avoir invité et puis à Jean-Yves de nous avoir fait connaissance à tous. Oui, écoutez, a priori, je ne vais pas tellement parler du problème de Garches, mais je vais peut-être en parler en premier quand même, parce que, enfin, ou à la fin, parce que vous allez voir, ça se déduit. Dans la mesure où on a un système actuellement, à travers les plans cancer successifs, en particulier le dernier, qui est un système totalitaire, c'est-à-dire qu'on veut imposer à tout le monde les traitements décidés là-haut par les agences régionales de santé. Tous les dissidents et bon, certains parmi vous qui font peut-être des médecines alternatives en savent sûrement quelque chose. Mais en médecine académique, la dissidence est également complètement interdite. C'est-à-dire nous avons des schémas de traitement à imposer qui sont pour la plupart du temps des essais thérapeutiques. Et si vous ne rentrez pas dans le système, vous faites exclure. Puisque grâce au plan cancer, n'est-ce pas, dont on a fait tant de publicité, ce sont les agences régionales de santé qui autorisent les établissements à exercer le traitement du cancer. Vous avez des réunions de concertation pluridisciplinaire pendant lesquelles vous devez choisir les essais thérapeutiques dans lesquels rentrez vos patients, aussi bien en enfants qu'en adultes. Et il est évident que comme il y a un ensemble de cancérologues, s'il y en a 2, 3 qui veulent résister au système, ils se font vite exclure parce qu'ils seront les moutons noirs qui feront que l'établissement ne sera plus accrédité pour le traitement du cancer. Donc il faut une prise de conscience large des médecins, mais aussi des citoyens pour réverser, si j'ose dire, pour employer l'expression de tout à l'heure, ce système qui est une catastrophe en cancérologie et comme vous savez probablement, la loi de santé 2015, dont je ne parlerai pas ici, mais une catastrophe absolue que quand même un certain nombre de médecins ont réussi à démasquer. Mais là aussi, si on n'a pas l'ensemble des citoyens pour dire cette loi 2015 ne doit pas passer parce qu'il y a eu Garches en été 2014, mais il y aura 1000 Garches ou plus si on laisse passer cette loi 2015, il faut absolument que les citoyens prennent conscience de tout ça. Donc là, je vais uniquement parler d'un sujet parmi les autres qui va vous montrer à quel point, vous le savez sûrement pour un certain nombre, nous sommes dans un drame mercantile. Pourquoi ils font tout ça, parce que le plan cancer est au service du capitalisme financier. On est en système totalitaire, type soviétique ou chinois, et puis par ailleurs, c'est au service du capitalisme financier. Tout simplement. Il n'y a pas de... Mais il faut qu'on résiste. Alors pourquoi c'est une imposture? Parce qu'on nous a présenté les plans cancer successivement, en 98, 2000, etc. Le fléau qui allait nous emporter tous. Le fléau qui nous emporte quasiment autant. Et là aussi, vous le savez sûrement, mais l'industrie pharmaceutique est la 3e cause de décès dans les pays dits civilisés après le cancer et les causes cardiovasculaires. Il y a un super bouquin, là, je vous montrerai tout à l'heure, où c'est parfaitement démontré. Donc il faut que, effectivement, quand on est médecin, clinicien, on soigne les malades, mais pour les soigner et non pas pour les tuer avec nos médicaments. Il ne faut pas que nos médicaments soient plus ou aussi toxiques ou plus toxiques que la maladie qu'on veut soigner. Malheureusement, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est évidemment de vendre. Alors, on vous a fait croire qu'il y avait un fléau dans les années 98, là, qu'il fallait absolument faire des plans cancer. Et je voudrais quand même dire que
bien que tout ne soit pas merveilleux, dans les années 85-90, on guérissait 75 à 80% des enfants atteints de cancer. J'ai mis 75%, comme ça tout le monde est d'accord, c'est le chiffre le plus bas. C'était plutôt 85% à 5 ans et 75% à 10 ans. Donc on avait des résultats, avec des traitements associés, radiothérapie, chirurgie. On avait appris à faire de la chirurgie monobloc extratumorale d'excellente qualité, améliorée aussi par les scanners, les IRM. Et on guérissait, et évidemment des chimiothérapies qu'on avait appris à adapter aussi à chaque enfant, à chaque patient, en fonction de la dose, du dosage des médicaments, cette merveilleuse possibilité de pharmacocinétique, pharmacologie des médicaments, nous avait quand même permis d'adapter effectivement le traitement à chaque patient pour ceux qui voulaient bien le faire, mais il y avait quand même pas mal de gens qui le faisaient. Donc on guérissait quand même, vraiment. Alors moi, je peux vous montrer, il y a des patients, si jamais, dans la salle, il y en a souvent qui viennent quand on se revoit 30 ans après, des patients qui étaient guéris, qui sont guéris 30 ans après. Ce que j'appelle guéris, c'est être guéris, c'est-à-dire ils ont une vie de famille normale, ils travaillent normalement, ils ont des enfants, etc. Donc c'était vrai, ces guérisons, c'était pas, on me dit, ah, je suis guéri. Si, c'est pas vrai. On a vraiment, dans les maladies qu'on a soignées nous, les tumeurs solides de l'enfant, guéri des gens. Bon, chez l'adulte, c'était... j'ai éteint ou c'est... Non. Chez l'adulte, c'était 50%, alors là aussi 50-55%. Voilà. Et tout ça, bon, c'était bien, mais l'industrie pharmaceutique faisait plus assez de bénéfices, ça stagnait, il n'y avait pas de molécules innovantes, etc. Et puis parallèlement, on avait identifié le génome et on allait faire des miracles, on allait tout guérir. Il y a une rencontre, ils commencent à se rendre compte, même ceux qui prônent tout ça. Il y a une rencontre de cancérologie à Paris, là, le début décembre. Ils appellent ça, il faut quand même qu'on discute du vertige. Ouais, il y a un vertige, effectivement, mais surtout vertige de leur bénéfice en bourse. Donc, bah ouais, bon. Donc les molécules classiques innovantes étaient rares. Alors on avait inventé la notion de la copie. Vous savez, le MeToo, là, alors d'une petite droga, on faisait une prime et puis comme ça on la mettait, au lieu de 10 €, on la mettait à 1000 €. Mais enfin, c'était quand même un petit peu ennuyeux quand même. Il fallait trouver autre chose. Alors ils ont inventé de dire et de faire croire à tous les gens qui ne sont pas dedans, quoi, en fait, d'abord que ça ne guérissait pas et qu'on n'avait rien pour guérir, que c'était vraiment une vraie catastrophe, et qu'il fallait passer à des traitements personnalisés. Bon, on était d'accord. Enfin, nous, on les appelait... Alors, après, il y a une grande discussion sur les termes, parce qu'on disait personnalisé pour dire à chaque personne. Mais ils ont trouvé ça tellement bien, on va parler de l'Herceptine tout à l'heure, vous allez voir, c'est le labo qui fait l'Herceptine qui a publié ça, médecine personnalisée, ils ont piqué le mot, et comme ça, ils ont piqué le concept. Bon, vous voyez bien les politiques, comment ils font, de toute façon, ils disent égalité pour faire une égalité. Bon, en médecine, c'est pareil. Ouais, c'est tragique, ben ouais, c'est absolument tragique, parce que les gens se laissent faire quand même. On vous dit, on va faire un traitement adapté à vous, à votre personne, etc. C'est sympa quand même, vous avez bien envie qu'on vous fasse ça. Donc voilà. Et alors, mais alors, ils sont quand même terribles, parce qu'évidemment, traiter 2000 enfants atteints de cancer, c'est 2000 enfants atteints de cancer, c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas qu'il y en ait un qui échappe à un essai thérapeutique, parce que ça ne fait pas beaucoup, disent-ils. 375 000 adultes atteints de cancer, c'est quand même déjà mieux. Alors là, une fois qu'on va réussir à leur filer des traitements, ça va être bien quand même, on va déjà gagner beaucoup plus de sous. Mais si on pouvait traiter les bien portants, qu'est-ce que ce serait bien? Parce que là, vous en avez 65 millions. Et donc, voilà, non, mais c'est... J'essaye de dire ça en rigolant un peu, parce que sinon, on va tous se flinguer à la fin, mais voilà, mais... Bah ouais, et on ne prendra pas leurs médicaments qui nous pousseront encore plus à nous flinguer. Voilà, alors voilà, donc ils ont rêvé d'un miracle, on a tous rêvé d'un miracle, il faut reconnaître, quand on nous a dit on va guérir tout ce qu'on ne sait pas guérir, bon, on pouvait rêver. Bon, on a commencé à rêver dans les années 71 avec c'est évident, on se disait si on pouvait inhiber les petits vaisseaux qui nourrissent la tumeur, ça serait bien, ouais, sauf qu'en même temps, il n'y a plus de microcirculation, en même temps, vous faites votre infarct parce que là, vous avez des phlébites, parce que, ouais, à partir du moment... Non, mais à chaque fois que vous faites quelque chose, il faudrait que les médecins arrivent à comprendre ça, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on déclenche des conséquences. Et que ces conséquences devraient obligatoirement être pesées, vraiment pesées par les gens, par les patients, mais faudrait-il qu'ils soient informés, et puis même par les médecins, faudrait-il qu'ils soient informés aussi, et pas désinformés, avant de dire « Ah, on va vous filer ça, vous allez voir, ça va être très bien. » Et crac, 6 mois après, il est mort parce qu'il a fait un infarct. « Oh, on l'a trouvé mort dans son lit. » Bah ouais, on l'a trouvé mort dans son lit. Bon, c'est un peu dommage quand même, franchement. Voilà, alors on a rêvé.
Donc pharmacogénomique, je vais passer vite là-dessus parce que vous savez sûrement tous tout ça. Bon, on a trouvé des gènes, alors on allait toucher au pied. Alors quand même, c'est quand même le miracle. Déjà les médecins en soi, bon, hein, on rêve d'être Dieu quand même. Hein, mais bon, comme dirait l'autre, la différence avec Dieu, c'est qu'il ne se prend pas pour un génie, mais en médecine. Mais bon, ouais. Et donc on s'est dit, on va faire. Alors ça a quand même été bien parce que on a isolé les gènes, on a isolé les petites mutations, on a isolé des tas de trucs, et puis on s'est dit, ah bah si on envoie un petit médicament qui va juste à cet endroit-là, je te fusille et je vais guérir le cancer. Comment pouvait-il y croire? Alors je ne sais pas s'ils y croyaient ou pas d'ailleurs, honnêtement je ne sais pas, il y en a sûrement un certain nombre qui y ont cru, puis il y en a d'autres qui se sont vite enfilés dans la brèche, parce que moi je suis tel médecin, je trouve dans mon labo telle petite mutation et j'ouvre ma start-up, bon ça ne marchera peut-être pas, mais entre-temps je vais faire fortune. Alors il y a beaucoup de start-up qui ont été ouvertes comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait fortune, mais enfin il y en a quelques-unes qui effectivement, voilà. Alors en plus, il y avait double moyen de faire fortune, il y avait mettre le médicament au point, mais il y avait aussi mettre le test génétique au point. Parce que du coup, on va dire, ah bah oui, mais pour vous traiter avec tel médicament, il faut regarder si vous avez la mutation. Alors là, c'est mieux que le loto, hein, tout ça, parce que vous regardez, ouais, parce que là, vous gagnez à tous les coups. Donc vous avez plein de labos qui se sont mis, enfin avec vos sous quand même, hein, parce que c'est quand même les cotisations sociales qui payent tout ça, soit directement en payant les plateformes qui sont dans les différents hôpitaux par nos cotisations sociales, soit en plus par les dotations du plan cancer. Mais enfin, qui donne des sous au plan cancer si ce n'est quand même vos cotisations sociales? Donc, vous payez 2 fois, comme dirait l'autre. Donc, il faut quand même être simple. Non, mais c'est quand même au point de vue financier, ils ne sont pas mauvais, il faut reconnaître. Donc, il faut reconnaître aux gens leur qualité quand même. Donc, les thérapies ciblées, écoutez, sont censées bloquer la voie de signalisation. Je crois que tout ça, c'est pas très intéressant. Et on arrive à... Enfin, c'est pas le sujet, si j'ose dire. C'est très intéressant sur le plan fondamental, mais c'est pas très intéressant sur le plan de la pratique courante clinique. Hein. Je suis désolée, après le prédécesseur là, qui nous a fait un truc fantastique. Là, je vous ramène au ras du sol, mais bon, c'est aussi la vie, c'est aussi vos impôts, c'est aussi nos sous, c'est aussi nos traitements. Donc, on revient au ras du sable. Et donc, du sol, ouais, du sable peut-être, voilà. Bon, alors on s'est dit, on va bloquer. Alors le premier miracle, enfin le tout premier, ça a été l'herceptine, le pseudo-miracle. On va quand même développer un peu le pseudo-miracle de l'herceptine. Ah, formidable, on va traiter une mutation qui va guérir les cancers du sein. Donc, tous ceux qui ne marchaient pas, etc., on va mettre de l'herceptine. Ça vous dit quelque chose, l'herceptine, hein. Bon, vous allez voir. Et puis le deuxième miracle, bon, ça marchait un petit peu quand même, donc on s'est dit, ouais, ça va être un vrai miracle. Mais non, ça n'en a pas été un, malheureusement. Deuxième miracle, ça a été l'imatinib, le Glivec, dans les années 2000, où là, il y a quand même eu 2 indications vraies qui ont fait que les médecins, y compris moi, tout ça, on a rêvé qu'il y aurait peut-être quand même des molécules qui changeraient la vie des gens. Et le Glivec, ça a changé la vie de certains patients atteints de leucémie et certains patients atteints de tumeurs gastro-intestinales stromales, dites stromales, qui quand même effectivement mouraient quasiment toutes, mais pas très vite. Hein. Avant, quand même, il faut le dire, pas très vite, parce que là maintenant on leur donne du Glivec à longueur d'année, on arrive difficilement à l'arrêter. Donc c'est pas quand même du miracle, c'est un miracle pour le labo, parce que fantastique, vous guérissez pas le mec en 2 ans, vous le dites au bout de 6 ans, 8 ans, est-ce que tu continues? Ouais, je continue, c'est mieux, c'est plus sûr. Enfin bon, donc ça quand même est une avancée vraie, il faut accompagner. Le Glivec, c'est une avancée vraie. Ce qui est dramatique, c'est que maintenant, ils ont essayé de leur filer à plein de gens, à plein de maladies dans lesquelles il n'y en a absolument pas besoin. Et ça, c'est un vrai drame, parce que, enfin, plus exactement, pas besoin, parce qu'il y avait des traitements qui marchaient. En particulier, il y a plein de tumeurs à cellules géantes, par exemple, qui sont des tumeurs bénignes orthopédiques, que je connais bien, enfin je ne connais pas vraiment directement, mais enfin mon mari il guérissait ça depuis 20 ans ou 30 ans, comme les autres orthopédistes d'ailleurs, avec une opération simple. Et là, on leur file du Glivec à longueur d'année. Attendez, alors déjà, le prix de revient, c'est aberrant, mais c'est quand même des médicaments qui ne sont pas sans aucun effet. Enfin, bon, c'est complètement aberrant. On essaie de vraiment dans les données, dans des indications injustifiées. Voilà. À titre d'exemple, il ne faut pas que je traîne trop, j'ai pas d'heure. Ça, c'est un inconvénient. Donc, les tests génétiques, eh ben oui, donc on les a fait essentiellement depuis le 2009 pour le cancer du poumon et pour les cancers colorectaux. Et vous allez voir que c'est quand même une bonne source de fric. Hein. Donc, on en a dit, pour donner tel médicament, il faut qu'ils aient un test CRAS qui soit positif, etc. Bon. Et pareil pour le GFR dans les cancers du poumon.
Et vous voyez, ils en ont fait quand même 17 000 et 20 000, c'est quand même beaucoup, beaucoup de tests. N'oubliez pas quand même que il y a plein de gens qu'on vire un peu rapidement des hôpitaux, il y a quand même plein de gens qui n'ont pas droit à avoir de lunettes correctes, ni de... Ah, je suis désolée là aussi de revenir à la base, mais quand vous êtes clinicien, vous dites c'est pas possible, quoi. Il y a des tas de gens qu'on vire trop vite, il faut faire la chirurgie ambulatoire pour tout. Bon, je suis désolée, des fois les gens quand ils ont été opérés le soir, ils aimeraient bien être surveillés. Il faut arrêter tout ça pour faire des économies, mais pendant ce temps-là, on vous fait des tests. Alors voilà, je vous ai juste mis une ou deux courbes d'évolution des tests. Allez, c'est l'évolution, vous voyez, on est passé de 1100 en 2007 en 17 000 en 2011, je ne sais pas combien actuellement, mais on doit être à 20 000. Donc, vous voyez, c'est ça le vertige, effectivement, le vertige du fric, le vertige de la dépense, le vertige de... On fait ça et puis on ne réfléchit pas si c'est économiquement intéressant pour le patient, quoi, rapport qualité-prix pour le patient. Parce qu'en plus, les tests, il y a quand même bien des maladies où on sait que le test est négatif et le traitement va marcher. Je n'ai pas évidemment le temps de vous les détailler là, mais c'est pas, oui, ça marche à 100% si vous trouvez c'est positif. Non, c'est celui à qui on va le donner. Et alors, ce qui est extraordinaire quand même, je ne vous ai pas mis cette diapo là non plus, mais nos gouvernants, nos dirigeants, l'Institut national du cancer, l'INCa, payé par vos impôts, démontrent que c'est formidable. Vous allez faire des économies grâce à ces tests, que vous allez payer des sommes folles. Vous allez faire des économies parce qu'au lieu de traiter 30 000 personnes, vous allez en traiter 10 000. Ouais, enfin, c'est quand même un peu rapide. Mais vous lisez ça hein, dans les bouquins sur le nouveau, voilà, pas dans enfin celui-là sûrement il y a essayé, mais dans le bouquin de l'IGR sur les nouvelles thérapies, hein, vous pouvez aller le lire tous, hein, c'est en français, c'est sur Internet, il est en totalité. Et ils expliquent leur vue des nouvelles thérapies, avec une franchise nette, quoi, et ils vous font des tableaux sur les économies, quoi. Je veux dire, mais on hallucine, quoi. Alors, effectivement, malheureusement, il y a une alliance. Alors, je vous demande de bien regarder, s'il n'y a qu'une diapo qu'il faut que vous regardiez, c'est celle-là, surtout à droite, parce que ce bouquin est absolument faramineux, parce qu'il est fait par un Danois, un professeur danois, médecin, pharmacocinéticien, statisticien, enfin, bon, c'est pas Nicole de Lépine, et puis c'est pas... voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans le système reconnu, voilà, et qui a osé écrire ce livre en anglais. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait traduction française. Bon. C'est peut-être pas par hasard. On a des livres sur Big Pharma et tout ça, mais un livre aussi documenté que celui-là qui vous explique à quel point ces nouvelles médecines et un certain nombre dont tuent et que c'est un crime organisé, c'est absolument invraisemblable, quoi. Moi, je le lis par livre de chevet par petits bouts parce que c'est même pas la traduction, enfin le fait de lire en anglais qui est fatigant, c'est tellement lourd de signification ce qu'il écrit dedans. Alors sur les drogues, MeToo, là, les copies évidemment, mais qu'on met 20 ans à dire bah, finalement ça ne sert à rien. Sur les drogues qui ne servent à rien, moi je vais parler de cancéro, mais enfin sur la migraine par exemple, les sumatriptans par rapport à l'aspirine, au bout de 20 ans il y a un comité danois qui dit ouais mais l'aspirine finalement ce sera aussi bien. Ouais, enfin entre temps on a dépensé des millions avec des médicaments qui ne servent à rien. Enfin bon, c'est vraiment ceux qui ont un petit peu de temps. Plonger dedans parce que vous verrez que c'est très au-delà de ce que nous, en tout cas, nous pouvons nous permettre de raconter. C'est un monsieur qui est en plus le dirigeant du réseau Cochrane. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les réseaux Cochrane. C'est les réseaux qui sont des médecins qui se mettent ensemble avec biologistes, enfin des scientifiques, et qui font des méta-analyses des articles publiés sur tel ou tel sujet. Donc, si vous voulez, toutes ces conclusions, il ne les fait pas comme ça dans le vide. Hein. C'est vraiment à partir d'analyses scientifiques, rigoureuses, statistiques, etc., pour finalement, in fine, nous dire que, effectivement, c'est lui qui commence en libre en disant que l'industrie pharmaceutique, c'est la 3e cause de mort, et que si c'était une épidémie virale ou autre, tous les moyens seraient mis pour combattre cette épidémie sociale, si j'ose dire. Et que là, il dit, on ne sait pas pourquoi, on combat un petit peu quand même le tabac, pas trop. Mais pourquoi on combat pas ça vraiment? Enfin, pourquoi on met pas les moyens? Bon, on en parle, il y a pas on n'est pas la première, je suis pas la première à le dire et même à citer des beaux livres. Il y a plein de livres qui sont faits comme ça, même en français.
Mais on ne peut pas dire que ça soit une cause nationale. Hein. La cause nationale, c'est vous dire allez vous faire dépister pour le cancer de la prostate, faites surtout pas. On peut en parler après si vous voulez. Allez vous faire dépister pour le cancer du sein, surtout pas. Parce qu'à chaque fois, on va trouver des faux cancers, on va vous faire des traitements qui vont vous rendre plus malade, etc. Mais on ne va pas vous dire attention au traitement, quoi. Voilà, alors la propagande des thérapies ciblées, moi, tous les gens autour de moi, ou de par mail ou par connaissance, aux gens qui me téléphonent, ils me racontent, ah ben on m'a dit, voilà, je vous l'ai mis. On vous dit, ah ben c'est pas de la chimio, là, parce qu'on a quand même, entre-temps, circule box. Pour ça, j'ai tenu à vous rappeler qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui guérissaient du cancer avec les traitements classiques. Mais maintenant, on vous fait faire circuler, et je pense que Big Pharma n'est pas pour rien, des tas d'articles sur Internet qu'on se partage tous pour dire la chimio, ça sert à rien, ça guérit personne. Et comme ça, on va vous proposer ces nouvelles molécules. Mais c'est merveilleux, vous êtes en 2014 en France avec un ministère de la Santé que de gentillesse qui veut vous faire profiter des nouvelles molécules ciblées de tous les progrès tout de suite. Bon, évidemment, tout de suite. En plus, c'est pas elle qui paye, c'est vos cotisations sociales, c'est la Sécu. Donc, il n'y a pas de miracle. Oh non, mais c'est gravissime, quoi, parce qu'on dit aux gens, oh ben, c'est pas de la chimio, vous n'allez pas perdre vos cheveux, ce qui est assez vrai. Vous allez prendre par la bouche, ce qui est assez vrai, pas tous, mais pour un bon nombre. Donc, vous allez arracher chez vous et c'est tranquille. Comme ça, vous ne dépenserez pas de sous d'hôpital public, ou privé d'ailleurs. Et c'est bien toléré. Alors là, c'est souvent un mensonge, je dirais pas pieux, parce que c'est pas un mensonge pieux, c'est vraiment un mensonge qui tue, si j'ose dire. Et là, il y a un certain... Et alors les gens acceptent tout ça vite fait, parce qu'effectivement, on leur a vendu comme ça, ils osent écrire que ça... Alors ça, vous avez les sites, tous les gens qui en font la publicité, y compris les sites universitaires, qui vous disent qu'il y a beaucoup moins d'effets indésirables, qu'ils en aient en goûté un peu, ils vont voir. Ah ben non, mais je veux dire, c'est tragique, quoi. Quand vous voyez les gens... Non, mais si vous voulez, moi, bon, je suis cancérologue, hein, ça fait 30 ans que je donne des choses toxiques. C'est pas, bon, quand il faut donner des choses toxiques pour donner des chances aux gens de guérir, bah, vous donnez des choses toxiques. Mais là, c'est des choses toxiques qui ne donnent pas de chance aux gens de guérir et qui en plus vous ruinent. Mais ça, enfin, ruinent le pays. Mais ça, c'est la prime. Donc, elles sont peu efficaces en moyenne. Elles sont aussi dangereuses que les cytotoxiques, si c'est beaucoup plus pour certaines. Et évidemment, alors, on vous les vend à des prix invraisemblables pour des raisons qui restent à comprendre, enfin, en dehors effectivement de ce qu'appelle le crime organisé que Peter Gutsch dénonce dans son livre et d'autres. Il n'y a aucune raison que des médicaments, même s'ils étaient bien plus efficaces, etc., soient vendus à 5 000, 7 000 € le mois quand ce n'est pas la semaine, alors que ça va donner peut-être 2 mois de survie de plus, d'après les analyses des labos, qui quand même, en général, sont plus ou moins partisanes, un tout petit peu. Mais enfin, admettons même, quand vous donnez 2 mois de survie à quelqu'un, honnêtement, et quand vous faites attention, vous êtes médecin, vous avez une bonne équipe d'infirmières, de patrons, de collaborateurs qui veulent vraiment se battre, vous gagnez bien 2 mois de survie aux gens et dans de meilleures conditions qu'en leur filant ces nouveaux médicaments qui sont en test, quoi. Bon, si vous avez plus de 2 ou 3 mois à vivre, il vaut peut-être mieux pas les vivre comme cobaye dans l'industrie pharmaceutique parce que c'est pas forcément le plus gai. À moins qu'on ait envie, moi. Si on a envie, je veux bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix, les gens, parce qu'on leur explique pas ça comme ça. Alors bon, peut-être que je suis trop bavarde, dites-moi le temps. Voilà, alors pour vous dire qu'en gros, maintenant, on met ces molécules anticancéreuses sur le marché. La plupart, plus de la moitié, appartiennent à ces thérapies dites ciblées, soit ce sont des anticorps monoclonaux, soit c'est des ciblés sur les récepteurs des tyrosine kinases, enfin des inhibiteurs des tyrosine kinases pour la plupart. Les autres, bah, c'est des MeToo en gros, hein, qui apportent rien. Donc là, juste 2-3 sources, donc l'agence européenne, vous voyez, sur 11 et 15, sur les nouvelles molécules pour la répartition, mais ce n'est pas un intérêt majeur. Pour vous dire à quel point le vertige, il monte, là, il monte à toute vitesse, là, vous voyez, l'imatinib en bas, c'est le Glivec. Et puis hop, maintenant, alors de toute façon, on vous en sort toujours tous les 15 jours, tous les 2 mois, parce que de toute façon, alors je vais quand même vous en parler un petit peu, la façon dont c'est payé par la collectivité fait que si
allez, on va dire le pazopamine ne marche pas, c'est pas très grave, on va vous en refiler un nouveau là, 2 mois après. Il va à nouveau être payé par la Sécu puisque ça sera à nouveau en essai thérapeutique de fait avant l'autorisation de marcher sur leur marché. Donc il sera payé à 100% par la Sécurité sociale à des prix plus chers que l'or avant d'avoir démontré une quelconque efficacité puisqu'il sera en test en fait. Donc on rêvera que ça va marcher, ça ne peut que marcher puisqu'on cible la petite cellule, non pas la petite cellule, ce sera encore trop précis, non, la mutation qu'il y a sur l'ADN de la petite cellule, machin. Comment imaginer que ça peut marcher? Après, en plus, avoir écouté cette merveilleuse présentation ce matin, et sûrement les autres, j'ai loupé les autres. Mais bon, comment on peut imaginer que ça peut marcher de traiter un cancer par une molécule qui va tout changer? Mais à la limite, est-ce qu'ils s'en fichent pas maintenant? Ils doivent avoir compris que, bon, qu'on ait rêvé en, allez, 97, 2000, qu'on ait rêvé. Maintenant, c'est bon, au bout de 14 ans, on sait que ça ne marche pas. D'ailleurs, maintenant, remarquez, là aussi, ils font coup de double parce que maintenant, ils mettent 2 molécules innovantes. En général, une à 5 000 €, puis une à 7 000. Il n'y a pas de raison, là. Puis vous êtes quand même gâtés avec ce gouvernement. Donc, puisqu'on vous paye tout ça à 100%. On vous dit c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Il y a vos impôts à la fin de l'année, là. Mais bon. Oui, parce qu'en plus, on vous dit c'est gratuit. Alors voilà, c'est une répartition des dépenses. Alors, c'était la liste en sus des GHS. Est-ce que je vous explique 30 secondes la liste en sus, j'imagine? Donc, la liste en sus, ça a été, vous savez que les hôpitaux, actuellement, ça se changera peut-être, ils sont rémunérés sur la T2A, tarification à l'activité. Donc, vous rentrez un patient, 5 000 €, un patient pour une cure de chimiothérapie, bon, je vais dire dans mon service, parce que je connaissais à peu près les prix, vous le prenez 5 jours pour une cure de chimiothérapie, l'hôpital touchera 5 000 €. Si, par hasard, il a eu l'intelligence de faire plein de complications, du genre septicémie, voilà, on va croire qu'il faut cracher sur les patients. Là, vous montrez à 12 000 € parce que, évidemment, c'est les facteurs d'aggravation, donc ça revient en moyenne, groupe homogène de voilà, ça vient plus cher. Bon, mais en fait, tout ça, c'est quand même des petites sommes. Donc, les médicaments, normalement, c'est un tout. Normalement, l'hôpital, il vous paye les examens, les chimiothérapies, les médicaments, les antibiotiques, etc. On s'est dit que, enfin, le gouvernement, plus exactement, s'est dit, puis les labos, on dit ils ne vont jamais nous payer, les hôpitaux, ils vont refuser de payer 10 000 € la semaine par semaine pour une chimio, alors qu'on va gagner 5 000 € si on me fait payer 10 000 € pour tel médicament, ça ne marchera pas. Donc ils ont une invention géniale en même temps que le plan cancer en 2003, il fallait quand même le faire, c'est décidé à l'Élysée, entre, je crois même que le directeur de la Sécurité sociale n'était pas là, donc entre reprendre les gens qui créaient l'Institut national du cancer et le ministère, ils ont décidé qu'il y aurait une liste dite en sus. Wow. Donc une liste supplémentaire, indépendante des groupes homogènes de malades. Non mais c'était quand même vachement intelligent, il faut reconnaître, enfin pour l'industrie pharmaceutique, pas pour vous, mais... ouais, non mais c'est invraisemblable. Donc cette liste qui tous les ans est remise au point, entre des gens, bon, on ne sait pas qui c'est, je n'ai jamais réussi à trouver, mais il y a des gens plus performants que moi qui cherchent là-dessus, comme si vous voulez savoir tout sur les médicaments de la liste en Suisse, allez sur le site de François Pesty, P-E-S-T-Y, qui est pharmacologue, et qui a un super site où il explique tout ça, très en détail sur les années. Donc on ne sait pas bien qui fait la liste en Suisse, mais on sait qu'on y met des médicaments nouveaux, porteurs de tellement d'espoir qu'on ne peut quand même pas les refuser à vous, sympathiques Français, qui avez la malchance d'avoir un cancer. Alors on vous les met tout de suite et on va pouvoir les donner et ils seront payés directement à l'hôpital public-privé, peu importe, à celui qui l'utilisera, il sera payé directement à 100% par la Sécurité sociale, qu'on oblige de payer ça, parce qu'après on va dire ah la Sécurité sociale, mais enfin il n'y a plus de Sécurité sociale en France, c'est l'État qui décide de ce qu'elle paye. Quand elle décide de faire je sais pas combien, d'acheter je sais pas combien de vaccins contre la grippe, c'est pas la Sécurité sociale, c'est le ministère qui décide. Donc non mais c'est gravissime parce qu'effectivement il n'y a plus de discussion. On garde les mêmes mots là aussi, Sécurité sociale qui était gérée par les salariés, le salaire différé et tout ça avec leurs organisations, c'est fini. Je veux dire, la réalité, c'est ces ministères qui disent qu'on rembourse. Et là, le ministère impose depuis 2003 de rembourser à 100% directement les molécules qu'elle veut bien mettre sur la liste. Donc dans le secret du cabinet, on va dire. Et ces molécules sont les molécules qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché au moment où on les met sur la liste, puisqu'elles n'ont pas été testées. C'est vous qui allez les tester.
Vous allez avoir la chance de servir de cobaye à nos gouvernants. C'est quand même sympa. Ça marche plus? Si. Voilà. Donc, alors, vous voyez, alors, vous voyez, il y en a qui ont une publicité fantastique. Hein, bevacizumab, c'est l'Avastin, vous allez le revoir. Trastuzumab, c'est l'Herceptine, on va en reparler. À 5 médicaments, ils présentent 75% des dépenses en 2011, et vous avez une idée du prix que ça va donner. Ce cadeau fait à l'industrie pharmaceutique pour que nous ayons le droit de faire leurs tests et leurs services de cobaye dans nos services et de les payer pour ça. Alors en 2011, ça devait être 2,6 milliards €. En 2013, c'est 2,8 milliards d'euros qui sont payés par l'assurance maladie directement aux hôpitaux pour pouvoir acheter ça. Donc, enfin, in fine, au labo, on leur donne 2,8 milliards d'euros. Alors, quand, soi-disant, on vous cherche des économies à faire à la sécurité sociale, alors comme vous allez le voir si on m'en laisse le temps, la plupart de ces drones ne donnent qu'un apport tout à fait limité. Service rendu limité, je vous disais tout à l'heure, des fois 2 mois de survie. Oui, on va avoir 2 mois de survie. Et qu'on aurait pu avoir autrement, je précise. Sinon, on va me dire, ah là, pas de cœur, elle ne veut pas 2 mois de survie de plus. Enfin bon, c'est bon, hein. On nous fait du cinoche, là. Donc, 2,8 milliards. Alors, ça a été dénoncé dans le rapport IGAS de 2012 par, en l'occurrence, M. Aquilino Morel et M. Duhamel, qui expliquaient que cette liste en Suisse n'a pas de justification pour les patients, qu'en gros, c'est quand même... c'est évidemment un cadeau à l'industrie pharmaceutique. Alors, je ne sais pas si c'est fait virer à cause de ces tirages de chaussures ou parce qu'il avait dit ça quand même. Mais enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez dramatique de voir que rapport après rapport, tout le monde le dit, y compris les plus officiels. Moi, je l'ai mis dans le bouquin « Le cancer, un fléau qui rapporte », il a écrit en aussi 2013. J'ai redit ça, personne n'a discuté, mais personne ne peut discuter. Ce sont les têtes, ce sont les rapports de l'IGAS. Évidemment, personne ne peut mettre en cause la réalité de ces phénomènes-là, mais ça fait rien, on continue. On ose nous dire que notre sécurité sociale est en panne, oui, et qu'il va falloir fermer parce que vraiment, on coûte trop d'argent, et on laisse cette liste-là pour laquelle la plupart des médicaments ont un service médical rendu, estimé par la commission de transparence, hein, la haute autorité de santé, c'est pas à mon avis, c'est leur avis. Ils disent, alors ça s'appelle les ASMR, amélioration du service médical rendu. Alors soit c'est 5, c'est 0, c'est vraiment rien, soit c'est 4, c'est presque rien, soit c'est 3, c'est moyen. Ben, vous verrez, il n'y en a pas un, il y en a très très peu qui sont au-dessus. Alors le premier, c'était Roche. Bon, ça on a rêvé, c'est elle qui a appelé, c'est Roche qui a appelé la médecine personnalisée, qui a fait ce miracle quand même de communication. Il faut dire qu'ils ont été bons là. Hein. Et alors qu'est-ce que ça donne les septines en réalité? En réalité, d'abord, ça ne touche que 20% des femmes atteintes du cancer du sein, d'accord? Donc les autres, bon, soit elles ne l'auront pas, ou on leur donnera quand même, parce que des fois ça marche, donc pourquoi pas. Et, ouais, donc moi, j'ai pas trop critiqué ça, parce que le coût des récepteurs, c'est pas toujours absolument clair. Mais que parmi ces 20% de femmes atteintes de cancer du sein, il n'y en a que 33% qui en bénéficieront. Le gramme, ça coûte, vous voyez, une petite idée. Et on a quand même trouvé ce rapport, cette publication. C'est difficile hein, d'avoir des rapports, des publications à long terme sur l'herceptine. Bon, vous avez des petits bouts par là, par-ci, par-là, des petits groupes. Mais... Et ça, c'est un essai clinique fait, payé et analysé par le laboratoire. Donc on ne peut pas penser qu'ils sont forcément flingués. Donc c'est peut-être un peu en dessous. Donc ils ont quand même regardé la différence de survie de malades qui avaient été traités avec ou sans, dans le cadre des gens qui devaient en bénéficier, puisqu'elles avaient le fameux marqueur. Et ils ont trouvé une différence de 6% de survie. Donc sur les 33% qu'on en bénéficie, il n'y en a encore que 6% qui vont avoir une différence de survie. Donc vraiment, on est quand même dans le... Alors évidemment qu'il aurait fallu plein d'autres études indépendantes, à long terme, etc. Mais même celle-là vous montre qu'on passe de 20% de malades atteints de cancer du sein qui peuvent bénéficier de l'herceptine. À l'intérieur, on a 33% qui en auront un bénéfice. Et quand on regarde bien le bénéfice, il n'y en a encore que 6% qui vont vraiment avoir une différence de longueur de survie. Donc on est quand même dans le très bas pour
6 milliards d'euros, à peu près. Je vous le remontrerai après peut-être. 6 milliards d'euros de ventes annuelles encore maintenant. Pas en France, 6 milliards d'euros, c'est globalement. Pour un médicament qui apporte si peu. Je veux dire, et qui n'est pas sans effet secondaire. Hein. L'herceptine, attention, je ne sais pas si tout le monde le sait parce qu'on a du mal à le savoir, mais c'est quand même un toxique cardiaque non négligeable. D'accord? Donc il faut vraiment que les femmes qui en prennent longtemps se surveillent. C'est moins toxique que les anthracyclines, vous savez, le produit rouge, là. Mais c'est quand même toxique cardiaque. Et ça, c'est quand même assez caché. Enfin, il me semble que... Voilà. Alors la propagande, je peux vous en citer 25 000, mais j'imagine que je n'aurai pas le temps. J'en ai mis une avec l'IRESA. On nous avait dit c'est formidable, l'IRESA, ça va modifier le pronostic du cancer du poumon que nenni. Mais n'empêche qu'ils l'écrivent, quoi. Ils l'avaient écrit, ils l'écrivent partout, ils l'ont écrit partout. Alors, par exemple, en 2013, l'échec avait été bien montré sur une publication en l'ESMO. C'était pas mieux que seulement chimiothérapie, carbo plus Tatsol, ou carbo plus Tatsol plus IRESA, ça faisait pas de différence. Ça fait rien, on a continué à en donner, je crois qu'on continue à en donner. Hein. Voilà, puis alors ça, c'est juste une courbe pour vous montrer la malhonnêteté intellectuelle avec laquelle les labos nous montrent. Alors, ils prennent toujours le petit moment. Alors, par exemple, il y a là une petite différence, 5% de survie à 15 mois avec ou sans Tarceva. Mais si vous regardez 2-3 mois après, il n'y a plus de différence. Mais on ne va jamais vous dire ça. On vous montre la courbe au moment, à 15 mois, où il y a peut-être statistiquement une petite différence. Faudrait-il qu'elle soit significative, se reproduite par d'autres. Mais c'est toujours de la malhonnêteté intellectuelle. Il y a 20 ans, quand on publiait dans les congrès internationaux les résultats de, je ne sais pas, nous on traitait surtout beaucoup de cancers de l'os, on en avait beaucoup, on avait de quoi les publier, et qu'on les publiait à 3 ans, à 4 ans, on nous disait, oh, attendez, ouais, ils sont bons les résultats, mais attendez. Maintenant, les mecs, ils publient à 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça fait rien. Ça fait rien, je te vends, et puis en plus, pendant ce temps-là, je gagne. En fait, ils essayent de faire croire le plus longtemps possible que peut-être ça va marcher. Pendant ce temps-là, je vends. C'est d'excellents commerciaux. Voilà. Donc, non, c'est gravissime, parce que vous voyez, il y a la toute petite différence. Là. On vous l'a mis, la flèche, c'est pas eux qui l'ont mis, hein, c'est nous. Et en fait, ben oui, le produit ne guérit personne, quoi. Ça guérit peut-être de 2 mois. Et encore une fois, comme moi, franchement, les patients, quand vous les mettez en soins palliatifs de bonne qualité, les 2 mois, vous les gagnez, et puis franchement, c'est mieux que ça. Et ça coûte 2 300 € par mois. Voilà. Bon, alors l'Avastin, le scandale de l'Avastin, c'était génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, le JT, là, le journal télévisé TF1 2005, ouais, et je ne sais pas quel patron qui revenait des USA, notre grand congrès international de l'ASCO, l'association américaine d'oncologie clinique, et où il était d'usage que chacun présente ses gros progrès. On attendait toujours l'ASCO pour présenter bon progrès. Maintenant, c'est devenu une foire au fric. Et ça, quand même, bah oui, vous pouvez plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tellement c'est du fric. Et c'est le monde de la publicité mensongère, donc c'est dramatique. Donc on nous disait que l'Avastin, ça allait changer, je me souviens quand même, il disait que ça allait changer le traitement du cancer, que les chimios c'était terminé. Bon, alors il y a cru, il n'y a pas cru, le mec, ça c'est pas mon problème. En tout cas, c'était complètement faux, et ce qui n'est pas faux, c'est quand même qu'il y a 5 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires, toujours en 2014, de l'Avastin, et que ça ne marche pas, et que ça entraîne quand même des effets secondaires graves, y compris effectivement des effets, je parlais tout à l'heure d'infarctus du myocarde, d'artérite, etc., parce que ça joue sur la microcirculation, et ça entraîne quand même plein d'effets secondaires. Alors ils ne tuent pas tous, on est d'accord, mais enfin, ça serait bien que quand on paye 6 milliards d'euros pour un médicament de chiffre d'affaires dans le monde, il serve un peu plus que de faire croire que c'est bien. Donc nous, c'est reconnu par tout le monde maintenant. La FDA, c'est l'agence du médicament américaine, elle a reconnu déjà que dans le cancer du sein, ça ne marchait pas. Nous, il nous a fallu au moins 1 an ou 2 pour qu'on arrive à l'avouer, mais ce n'est pas grave, on continue à en donner. Voilà, et même la haute autorité de santé le dit quand même, hein, compte tenu du faible gain de survie sans récidive, l'absence d'amélioration, l'intérêt est moins bien établi. Qu'est-ce que ça veut dire quand je choisis, moi, quand je suis responsable de la HAS, je décide s'il faut en donner, pas en donner, quoi. Ben non, il ne faut pas trop quand même. Enfin, déjà qu'il ait dit, c'était pas mal. Donc, le cancer du sein, il n'y a plus l'indication thérapeutique, il n'y a plus l'indication remboursée par les assurances américaines, mais nous, je crois que ça continue. Donc voilà, je vais vous passer vite.
L'impact, voilà, je vous ai mis la commission de transparence de mai 2011 pour vous montrer que ce n'est pas moi qui délire dans mon coin, c'est écrit, mais on continue à nous donner, on continue à dépenser des sommes fabuleuses, on continue à le mettre sur la liste dite en sus des groupes homogènes de malades. Donc l'Avastin continue à être remboursé aux hôpitaux Ruby-sur-Long, toujours à 100%. Sous prétexte que, je sais pas, ils doivent être bien ensemble, les mecs du labo, je sais pas, hein, je voudrais pas, voilà. Bon, alors dans le glioblastome, on a rêvé, évidemment, on rêve toujours de trouver des drogues qui marchent dans ce qu'on ne sait pas guérir, mais c'est pas une raison pour qu'on nous intoxique, ça marche pas non plus. Les risques, vous les connaissez sûrement aussi bien que moi, ils sont bien résumés là dans une nouvelle publication d'Union de l'AD en 2014. Les risques, ils sont majeurs. Je veux dire, quand même, des gens qui meurent d'Avastin, ça ne devrait pas exister à un moment où on a pu à leur donner. Et où en plus on le paye à des sommes fabuleuses. Donc voilà, les risques, je vous en ai mis 2 diapos de risques. Voilà. Mais alors la publicité, voilà, ça c'est c'est une diapo qui est sortie d'un site fait par un des patrons de l'IGR. Vu comme ça, c'est quand même bien l'Avastin. Hein, si vous regardez en 2005, comme c'est bien. Mais non, il y a que la petite différence en haut-dessus, là-haut. Et en fait, c'est 2 mois de survie. Mais si on sait bien présenter, évidemment, c'est mieux. Hein. Voilà, alors son efficacité, 2 mois, c'est une autre publication, juste pour vous montrer qu'on ne délire pas dans notre coin. Voilà, est-ce que ça, c'est 2 essais thérapeutiques différents qui montrent aussi qu'il n'y a pas de différence significative entre le vert, le Beva plus, voilà, ça devait être le célulitimide, je ne sais plus l'autre, parce que maintenant, ils en mettent 2 en plus. Voilà, donc c'est pas utile, toujours voilà, ça devait être la référence pour Anticancer Research si vous allez le voir de plus près. Bon, alors maintenant on peut décliner, il y en a 800 des molécules nouvelles, alors on n'a pas 800 qui ont une autorisation de mise sur le marché, mais enfin en tout cas il y en a beaucoup qui sont en test, et comme on les met dans les listes en sus avant la mise sur le marché, il faut être très très inquiet. Donc, par exemple, notre ami Goetsch, là, dont je vous ai montré le bouquin, il est danois, donc il dit que au Danemark, c'est extraordinaire cette histoire, au Danemark, on donne dans les... je vous ai juste montré quelque chose qui sortait du cancer pour que vous compreniez bien que maintenant qu'ils ont trouvé le moyen de toucher plein de sous, il va falloir évidemment en donner en neuro, en neurologie, en rhumatologie, en endocrinologie. Vous allez voir que ça va fleurir, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les oncologues qui aient les bénéfices. Il ne faut pas exagérer quand même, c'est normal qu'on partage. Donc les agents biologiques coûtent 16 000 $ par an par patient, soit 120 fois plus que le traitement équivalent classique que les gens faisaient avant, à base de petites doses de métaux en particulier. Eh bien, il y a une belle méta-analyse qui a démontré qu'il n'y avait pas de différence d'efficacité quand on rajoutait les 16 000 € pour les traiter ou qu'on restait sur le faible prix. Manque de chance, c'était pas de chance. Hein. La Société européenne pour les rhumatismes avait donné l'autorisation à l'Agence européenne du médicament de mettre sur le marché. Enfin, on avait dit que c'était très bien, etc. Donc, comme dit notre ami Goetsch, ça fait des milliards d'euros payés par l'Europe pour rien. Ici aussi, bien sûr. Trop tard, oui, il a dit, la bombe avait été diffusée, hein, pas de chance. Hein, voilà, donc l'article, si vous voulez aller le voir, c'est pas de chance, hein, c'est vraiment pas de chance. Et après, il l'enlève pas, c'est ça qui est absolument incompréhensible, c'est qu'une fois vous avez autorisé une drogue, or ce soit en France ou en Europe, hein, c'est pareil, et puis aux États-Unis, c'est pas plus simple non plus, c'est le même système, hein, le capitalisme financier, là, il s'arrête pas à notre frontière, pour un coup, c'est plutôt dans l'autre sens. Eh bien, pourquoi ils n'arrivent pas à 2011? Attendez, là, il a publié son bouquin en 2014, le bouquin que je vous ai montré, mais bon, maintenant, on continue à donner ces drogues-là. Et puis, elles sont chères, elles dépensent, et puis en plus, elles ont des effets secondaires, quoi. Faut arrêter, quoi. Alors, il y a eu un cancer de la prostate. Pour le cancer de la prostate, il y a eu un vaccin aux USA. Moi, je n'ai pas trop entendu parler de ça, mais là aussi, ça a été autorisé. Très vite. Puis on a bien démontré que ça ne marchait pas, mais ça ne fait rien. Ils ont gagné leur fric pendant ce temps-là. Au Danemark, il y a une publication pour un médicament qui allait guérir les mélanomes malins. C'était chouette, c'est quand même des maladies difficiles. Les oncologues ont raconté, enfin ceux qui ont fait la pub, j'imagine que ça guérirait 10% des patients, mais ce n'était pas vrai. Alors après, ils ont évidemment le mot maître que je n'ai pas le temps de vous dire là, c'est conflit d'intérêt. Hein.
la vraie raison de toutes ces dérives, déviances, crimes, je sais pas moi, voilà, c'est les conflits d'intérêts. C'est-à-dire il y a dans les associations médicales, les sociétés savantes, les agences du médicament, etc. Il y a des conflits d'intérêts absolument fabuleux. Vous avez des gens qui font partie du labo, qui sont ceux qui donnent les autorisations, qui disent qu'il faut le prendre. Et après, on vient nous justifier, nous, à la télé française, on dit « Ah ouais, sinon les autres, ils ne sont pas compétents. » Ça va, quoi, faut arrêter, quoi. Le Mediator, on a bien vu que finalement, celle qui avait réussi à faire passer l'histoire, ce n'était pas un des experts qui, justement, il ne voulait pas la recevoir comme expert. Voilà. Donc c'est vraiment tragique. Bon, alors je vous dis, je peux vous en passer comme ça. Ah ouais, celui-là, il était pas mal pour l'erlotinib avec le pancréas. Là, ils ont dit que ça faisait 500 000 $ par an de vie gagnée. J'ai trouvé que c'était humoristique la façon dont tu l'exprimais, parce qu'en fait, c'était 10 jours pour 36 patients. Donc, comme ça, ils arrivaient à une année de vie gagnée. Ouais, non, mais... Ouais, il faut bien que je vous détende, mais c'est écrit comme ça. Hein. J'ai rien inventé, j'aurais pas osé, mais voilà. Ah là, bah oui, alors comme l'herceptine, je vous démontrais que ça marchait pas très bien, ils en ont trouvé un cousin germain de l'herceptine. D'accord, un cousin germain de l'herceptine qui vaut 5 500 € par mois. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner les deux, ça sera quand même sympa. Alors voilà, là vous avez la SMR 3. C'est rien, quoi, faut arrêter, ça n'a rien, il faut mieux s'occuper des gens correctement. Bon, l'herbitude, c'est pareil, hein, c'est juste pour montrer les prix au passage. Hein. Bah là aussi, 186 760 €, voilà. Et ça, c'est les Canadiens. Les Canadiens, ils sont assez... ils mettent beaucoup de choses sur leur site. Si vous voulez aller voir Santé Canada, il y a des fois des tas de choses. Alors, leur étude CIMAB, ça m'énerve, leur étude CIMAB, parce que vraiment, là aussi, c'est dans les lymphomes, ils le donnent presque systématiquement, y compris quand on n'en a pas besoin, en tout cas en n'essayant pas autrement avant. Moi, je me suis battue pour quelqu'un de ma famille, 89 ans, il a fallu lui refiler du rituximab, quoi. Alors, je me suis battue, j'ai changé d'endroit, ils n'ont quand même pas donné, puis au bout de 3 mois, ils ont donné dans mon dos. Enfin, bon, c'est insupportable, quoi, c'est insupportable. 89 ans, alors évidemment, elle a très mal toléré, elle a été très malade, donc la fois d'après, ils l'ont pardonné. Mais il faut arrêter. Et alors, le pire, c'est qu'on vous dit jamais, c'est quand même des cochonneries sans nom. Hein, leur étude CIMAB, ça donne des leucoencéphalites, sclérosante subaiguë, c'est-à-dire ça vous détruit le cerveau en 2 ans pour ceux sur qui ça tombe. Moi, je l'avais déjà mis dans la face cachée du médicament, vous voyez, 2011. Bah, là, quand je tape étude CIMAB, je l'ai refait là, alors je l'ai peut-être mal fait, mais enfin, je l'ai fait dans les jours précédents. Je ne vois pas beaucoup que dans les effets secondaires signalés, comme ça, que tout le monde va lire en première intention, vous trouvez leucoencéphalite. Enfin, ça va, quoi, je veux dire... Et pourtant, il y en a, hein. Bon, on n'a pas le temps de les passer en détail, mais voilà, il y en a. Voilà, le Glivec, bah, c'est juste pour vous dire qu'il est toujours aussi cher. Alors, ça fait quand même 14 ans qu'il est sur le marché et qu'on en donne des tas à tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, y compris dans des indications qui ne sont pas justifiées. Voilà. Et que ça ne diminue pas, parce qu'au début, on vous dit qu'il faut des prix chers parce que ça a coûté cher. Mais ça, je vais y venir. Bon, ça, c'est pareil. Alors, j'ai pas le temps, apparemment, donc je vous passe. Mais bon, c'est tous les médicaments qu'on donne pour le cancer de la prostate, etc. Là, on vous les multiplie aussi. Ça, c'est le Net-Savard. C'était juste pour dire qu'il y avait quand même plein d'effets secondaires, mais moins que dans le Suten qui a succédé et qui est beaucoup plus cher et qui donne des catastrophes. Voilà. Donc après, bah, les chiffres, je vous ai dit, je ne vais pas vous repasser dessus, je vous ai dit ça vous coûte 2,8 milliards € en 2013, maintenant en 2014, je ne sais pas. C'est tragique, c'est inutile, 70% d'entre eux ne justifient pas qu'on les utilise. Pas qu'on les utilise à 100%, qu'on les utilise. Alors après, bah, je n'ai pas le temps de vous les passer. Bon, ça, c'est comment on évalue les indications, mais je vous l'ai dit à peu près. Bon, alors effectivement, ces drogues plus chères que l'or sont extrêmement toxiques et souvent les malades vont quand même mal quand on leur donne ou ils meurent plus vite. Je voudrais finir là-dessus, c'est que maintenant les gens à la télé, vous regardez, l'acteur untel, il n'est pas mort d'une longue maladie. Non, il est mort d'un cancer foudroyant. C'est pas le cancer. Faut arrêter de tout mettre sur le dos du crabe. Ben ouais, parce que le cancer qui n'était pas foudroyant avant, enfin la catégorie de cancer qui n'était pas foudroyant avant, il n'est pas devenu foudroyant, c'est pas vrai.
Statistiquement, c'est pas vrai. Mais on lui a refilé une drogue, évidemment, on ne va pas dire c'est jamais la faute des médicaments. Avec le cancer, on a bon dos, hein, c'est toujours évidemment le cancer qui tue. Alors le CRA, bah voilà, c'est triste, madame machin. Bah ouais, non, c'est pas triste. On lui a refilé une drogue qui est toxique et qu'on a payé 5 000 € le gramme d'or, il faut en sortir. Voilà, je leur montre, attends, voilà, quand même. Voilà, la rue est vers l'or. Voilà. Ils ont quand même droit à ça, après m'avoir subi. Et regardez le prix de l'or, il est en bas, tout en bas, le platine, l'or, l'argent, c'est tout en bas, tout en bas. Si vous voulez devenir riche, n'achetez pas d'or, achetez une molécule innovante. Voilà. Merci.